Bonjour à tous et toutes. On va commencer avec ces présentations, la présentation sur les tendances. Moi, j'ai décidé de faire un focus sur les grandes tendances que je considère qui ont vraiment amené des nouveautés cette année et qui sont des défis qui proposent aux marketeurs, les gens qui font la stratégie dans les supermarchés, dans la grande consommation, dans les retail, les commerces, qui posent plus de questions et qu'il faut bien maîtriser justement pour arriver à créer une proposition de valeur, une promesse et un parcours client 100% adapté aux nouvelles demandes de consommateurs. La présentation va se développer dans 5 parties. Les premiers éléments sur l'optimisation du retail, deuxième élément sur l'intégration des l'IA génératif dans les parcours clients. Et troisième, les contenus qui maintenant prennent un grand protagonisme dans les parcours clients. La philosophie du confort, de la commodité ou des convenience qui aussi marque beaucoup de ces stratégies maintenant dans les secteurs grande consommation. Et à la fin, l'expérience premium qui commence à se déployer dans les secteurs retail, grande consommation et que propose différentes innovations. Les premiers éléments, c'est l'optimisation, l'efficacité. C'était les mots qu'on a entendus au début de l'année à NRF. C'est un mot qui a continué pendant 2025 à évoluer grâce à les avancées technologiques, à l'IA, la data, et qui permettent maintenant de penser l'optimisation back-office, ça veut dire les opérationnels, mais aussi l'expérience client. Et ces doubles innovations, double défi, il est important de maîtriser. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire simplement l'optimisation des entrepôts, de la gestion des demandes, de la livraison, si on n'optimise pas non plus les sujets de l'expérience client. Ça veut dire qu'à niveau d'objectifs, la prédiction, c'est aussi les défis de l'année. Tout le monde parle des prédictions. Maintenant, on peut utiliser des logiciels, on peut utiliser des technologies d'information. Il y a des sources de data qui demandent une intégration. Ça veut dire de pouvoir intégrer les différentes interactions que les consommateurs vont faire dans les magasins, l'historique d'achat, dans les réseaux sociaux, par exemple, les interactions qu'on peut développer à travers différentes expériences sociales, et aussi sur les marketplaces, les préférences, les comportements. Tous ces types de données, c'est une grande diversité de données, c'est un vrai défi de gérer, d'intégrer et de créer un seul profil pour chaque consommateur. Et à partir de là, faire l'optimisation. Oui, je sais, en théorie, c'est génial, mais après, dans l'implémentation, c'est justement les grands défis qu'on observe. Je vais faire un focus sur 2 use cases qui pour moi sont emblématiques. Après, on va ajouter des autres use cases qu'on peut prendre des références. À niveau d'expérience client, même si Amazon développe beaucoup d'innovations autour de l'opérationnel et aussi pour la proposition pour les vendeurs, et à niveau des shopping, de l'expérience d'achat, Amazon continue d'ajouter des différentes expériences, des outils de propositions qui permettent aux consommateurs justement de développer un achat totalement fluide. Ça veut dire qu'il y a 2 outils comme Review Highlight, qui maintenant on connaît que les consommateurs font beaucoup attention aux commentaires sur les marketplaces, mais il y a un moment que c'est très difficile comme consommateur de gérer tous les commentaires. On aimerait connaître simplement ou voir simplement les commentaires plus liés à notre demande en nous besoin. Et alors, Review Highlight utilise l'IA justement pour baser sur les préférences du consommateur pour lister les commentaires les plus importants et les analyser. Et si peut-être moi je me sens plus à l'aise avec l'audio, Amazon il a introduit Here the Highlight, ça veut dire que les commentaires deviennent audio automatiquement. En même temps, on va voir des shopping guides, que c'est la recherche simplifiée dans lesquelles prend en considération
mes attentes, mes habitudes, mes demandes, mon historique d'achat, des préférences, des recherches, justement pour créer des recommandations 100% personnalisées. Rufus, c'est l'assistant IA, l'assistant shopping plus traditionnel, comme on dit plus traditionnel maintenant parce que ça a évolué énormément, mais peut-être ça fait 2 ans, c'est une nouveauté. Maintenant, c'est un assistant plus avec qui je peux interagir justement pour être guidé pendant tous les parcours clients. Et aussi, Buy For Me, on va revenir, c'est les projets bêta de IA agentique. Je vais réfléchir après. L'autre use case, au cas d'usage, qui moi je trouve vraiment intéressant parce que c'est Costco, ce type de format est basé sur l'adhésion avec ses services de gros et petits prix et a évolué énormément. Ils ont commencé à introduire les avancées technologiques pour arriver à l'optimisation, l'intégration, la prédiction dans les back-office, dans l'opérationnel et aussi dans l'expérience client. Et surtout, Costco, il a commencé à travailler un modèle prédictif dans l'année 2018 qu'il a continué à nourrir, qui maintenant, avec les avancées de l'IA générative, il peut enrichir à niveau des fonctionnalités et qui maintenant, c'est un outil stratégique à partir de lesquels c'est possible de structurer tous les business models de Costco. Ça veut dire qu'un Costco, comme il a un petit prix, c'est l'adhésion, la fidélité, il est hyper important. Je dois prévoir qu'est-ce qu'ils vont chercher mes membres, sinon la déception peut être énorme. Et justement, prédire la demande et va demander justement un niveau des données très diverses. Ça veut dire, on peut penser, il prend les historiques d'achat, il prend les demandes ou les tendances des demandes de la saison. Ils vont aussi intégrer la météo. Ils vont intégrer aussi de changements à niveau économique ou social, sociaux qu'on peut observer. Et à partir de là, ils vont faire une prédiction pour arriver à avoir un stock très précis pour répondre rapidement aux demandes de clients. En même temps, ils ont intégré l'IA dans les services clients, des assistants qui peuvent gérer les demandes plus basiques. Après, s'il y a une demande plus complexe et des satisfactions clients, c'est possible d'arriver à parler avec un agent humain. Mais surtout, l'efficacité et la prédiction et l'intégration de tous les agents de valeur, c'est important. Alors, je vous invite à vraiment chercher un peu plus d'infos. On a plus d'infos au hub que vous pouvez nous demander sur quelques use cases qui font vraiment la différence, qui sont des références. On va passer à la deuxième élément que je voulais discuter avec vous et c'est justement les shopping conversationnels et l'intégration de l'IA générative qui va vraiment bouleverser les interactions entre les consommateurs et les marques. Dans ces cas, on peut penser comment les outils comme ChatGPT, ou Copilot et Gemini, les outils d'IA génératifs, ils ont pris maintenant une relevance à niveau sociétal. Et les gens utilisent tous les jours les outils IA comme un conseiller. Et on a observé les derniers usages de ChatGPT en septembre, 49% l'utilisent comme un conseiller. Ils demandent des choses. Où est-ce que je peux trouver un élément? Quel type de choses je pourrais cuisiner? Et quel type de voyage je pourrais faire pour faire quelque chose? Alors, ces niveaux de conseils prend vraiment les protagonismes dans la vie quotidienne. Évidemment, à partir de l'effet que devient un conseiller, ChatGPT il a introduit la fonctionnalité Assistant Shopping qui maintenant permet de lister une série de produits à partir d'une demande dans les chats de ChatGPT, évidemment, et avoir des liens justement pour accéder à les différents marketplaces pour acheter les produits. Mais en même temps, et un mois plus tard, ChatGPT il a intégré Instant Checkout. Ça veut dire que il veut devenir, je ne peux pas dire un marketplace, mais un touchpoint digital de commerce propre. Ça veut dire que maintenant, on peut acheter directement sur ChatGPT
sans quitter la plateforme, sans quitter les chats. Et ça s'appelle Instant Checkout. On peut interagir avec l'IA, on peut avoir des résultats, et il peut déployer l'offre des produits, et enfin, on peut commander directement sans quitter les chats. Et alors, on observe aussi qu'à niveau de la publicité, Copilot, il a commencé à déployer ce type de chat de shopping conversationnel. Et sur Copilot, si on cherche quelques produits comme anti des voitures Mercedes-Benz, vous allez voir qu'un showroom digital commence à développer pour connaître les caractéristiques. Ça, c'est un service de publicité qui propose Microsoft. Mais surtout, l'idée que la marque devienne conversationnelle. On commence à changer l'idée de chercher des produits pour un système logique dans lequel la marque commence à interagir, à dialoguer et commence à accompagner les clients, l'usager, dans tous les parcours clients. Ça veut dire que c'est une marque qui propose une série de touchpoints et des communications multiples justement pour accompagner les clients. Évidemment, Walmart, c'est l'autre use case, cas d'usage, c'est une référence maintenant parce que comme aussi Amazon ou Costco, ils sont en train de développer un niveau d'innovation énorme dans tous les aspects. Pour les marchands aussi, c'est possible maintenant de développer, utiliser l'IA pour développer les catalogues produits, pour faire la tarification dynamique des prix. Dans le parti d'infrastructure logistique, Walmart aussi développe beaucoup d'innovation et surtout il vient d'annoncer un partenariat avec OpenAI justement pour proposer aux membres des Sam's Club, c'est son programme de fidélité, d'acheter des produits de Walmart sur ChatGPT directement. L'idée est de réfléchir quand il y a des grands acteurs de la consommation qui commencent à proposer et à normaliser une habitude, et la perspective de la massification de cette habitude s'accélère. Ça veut dire que si Walmart commence à proposer ce type de système d'achat, les personnes vont s'habituer rapidement à utiliser différents moteurs IA pour acheter et pas simplement chercher sur Google pour lister tous les produits. Alors, les commerces agentiques, c'est l'autre mot. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai fait comme une espèce de balance de l'année, je pense que c'est novembre. Agentique, c'était l'autre mot qu'on a écouté toute l'année, il avait des développements qui, à niveau des résultats, encore est un peu pauvre. On va dire qu'on observe qu'il y a des innovations, des projets à développer, mais que ce mois, on commence à voir qu'il s'accélère. Pourquoi? Parce que OpenAI et Stripe, ou PayPal et Google, on a annoncé des systèmes sécurisés de paiement justement pour les achats agentiques. Ça veut dire que maintenant, c'est plus facile de faire les check-out quand les personnes utilisent un outil agentique. Avant, c'était un peu plus difficile. Au début de l'année, on avait vu Visa qu'il avait proposé les agents agentiques pour déléguer l'achat. Mais il a commencé à évoluer. Mastercard, il a annoncé la même chose, mais on n'a pas vu encore les résultats. Combien d'usages, les impacts, les niveaux de vente gérés à travers la délégation d'achat. Mais je vais revenir sur Amazon parce que les agents agentiques, les agents IA, la délégation de l'achat, proposent beaucoup une grande réflexion sur les business models ou les cœurs du business model. Ça fait quelques mois, l'usage de l'IA générative était à faveur de vendeurs. On peut utiliser l'IA pour développer des assistants qui vont accompagner les clients et on peut les proposer des produits plus personnalisés au moment pertinent. Et ça nous permet à la marque de développer une proposition vraiment différente.
et faire la différence, on va dire, à niveau des propositions de valeur. Mais les agents IA permettent de gérer une diversité des demandes, collecter une diversité des données, faire une comparaison entre les différentes offres, choisir la meilleure et négocier avec on va dire les fournisseurs ou les marques pour choisir la meilleure offre qu'il y a dans les marchés. Si on pense dans les B2B, Walmart fait la même chose à niveau des fournisseurs. Il utilise Pactum AI, que c'est une entreprise qui propose des agents IA pour automatiser la recherche, la demande d'information, la négociation avec les fournisseurs. Dans les B2C, ça peut arriver la même chose, on peut voir les mêmes bénéfices. Mais pour des marketplaces comme Amazon, ça pose un grand problème. Pourquoi? Parce que pour Amazon, une grande source de business, des revenus, et justement la publicité, la visibilité sur la plateforme. Si enfin les gens vont utiliser un agent IA qui va collecter toutes les infos, qui ne va pas faire attention à les publicités ou la liste plus visible, la marque plus visible, sinon qui va simplement chercher l'info, et les revenus publicitaires d'Amazon vont tomber. C'est pour ça qu'Amazon il a interdit maintenant l'usage des agents IA des autres marques sur la plateforme Amazon. Amazon veut il veut que les personnes utilisent seulement son agent IA dans la plateforme et bloquer tous les autres agents. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à voir qu'au début, un outil que c'était vraiment intéressant, c'était vraiment utile pour les marques, pour les marketplaces, ça commence à poser plusieurs questions à niveau de business model et des revenus. On a parlé déjà de l'IA et comment la découverte des produits change grâce à les agents IA, les outils IA, les moteurs IA, ça veut dire les interactions, les shopping conversationnels. Mais l'autre point important pour entrer dans les parcours clients, pour commencer à faire la découverte, sont les réseaux sociaux. Alors, il faut traiter les deux en parallèle et après créer des ponts entre les deux. Alors, les gens peuvent chercher des informations, on peut commencer la découverte d'un produit ou d'une marque sur ChatGPT, sur Copilot, sur Gemini, mais en même temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les contenus, il a devenu clé dans la transaction. Et la monétisation du contenu s'est diversifiée aussi énormément. Maintenant, on peut avoir les live shopping, les live streaming. On voit Walmart essaye déjà ce type de stratégies. On va observer aussi, on peut utiliser les vidéos interactives et shoppables de YouTube. Mais il y a d'autres plateformes aussi qui proposent des vidéos shoppables. Les contenus créés ou générés par les utilisateurs qui maintenant sont possibles de monétiser. Et les contenus shoppables comme les collages de Pinterest, qui est possible, après on va faire un focus sur Pinterest et Instacart, qui est possible d'ajouter des liens sur différents contenus statiques, pas seulement sur les vidéos, pour créer la liaison et faire la conversion un peu rapide. Et enfin, les publicités shoppables aussi qui commencent à être déployées sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les Smart TV ou sur les séries de télévision ou des streaming. Alors, il y a plusieurs canaux maintenant pour créer ces liaisons et la conversion. Si on pense sur les contenus shoppables, cette année, pendant Cannes Lions, Pinterest et Instacart, on a annoncé les partenariats. C'est un partenariat des retail media. Les retail media, on ne va pas traiter dans ces présentations. Vous pouvez trouver plus d'informations sur retail media et l'évolution des médias et des Mediavine dans nos rapports Mediavine, justement. Et ils ont annoncé justement la possibilité d'ajouter un contenu qui avant c'était un contenu spontané, créé pour les usagers et aussi pour quelques marques, la possibilité d'ajouter les liens pour animer la conversion plus directe de quelques produits et quelques services en particulier. En bas, on peut observer que maintenant le collage de Pinterest devient un espèce de catalogue une fois que les usagers et les intéressés
sur un produit en particulier. Et Pinterest, c'est un réseau social très utilisé en France. Parce que dans notre pays, c'est un peu plus marginal, mais en France, vraiment, les gens adorent ce type de réseaux. Et l'autre élément qui est pour nous la Chine, il est une référence à niveau d'intégration d'écosystèmes commerce, parce que en Chine, les e-commerce, les réseaux sociaux, les magasins sont vraiment intégrés. Ils sont les masters en créer des ponts entre les différents touchpoints et les différents canaux. Et qu'est-ce qu'on a commencé à observer ces derniers mois, c'est justement l'intégration entre les marketplaces, comme les marketplaces d'Alibaba, comme Taobao ou Tmall, ou JD.com, que c'est notre grande plateforme marketplace, avec deux réseaux sociaux, comme RedNote, que sont des réseaux sociaux dans lesquels les personnes produisent des vidéos, plutôt des vidéos, mais aussi des contenus statiques, ça veut dire des photos, des carousels, et voilà. Et ils commencent à intégrer déjà les liens, les links directs pour monétiser les contenus produits ou générés par les utilisateurs. Et on arrive à un grand débat cette année sur les live shopping ou les engagements en direct. Il y a un grand débat parce qu'en Chine, dans quelques pays asiatiques, c'est vraiment un outil massifié. En Europe, aux États-Unis, un peu plus polémique. On peut voir que maintenant, aux États-Unis, on observe des marques, des plateformes comme Amazon et Walmart qui commence à intégrer 100% les contenus in live pour montrer les produits et pour créer la conversion plus directe. Et en France, il y avait une espèce de doute si les publics européens et surtout français étaient attirés par ce type des expériences. Évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend de l'industrie. Dans les secteurs de luxe, peut-être c'est un peu plus... je vais dire plus des niches, mais ça sont les chiffres de septembre 2025 des TikTok Shop, qui ont commencé en mai en France et en Europe, et il y avait 160 lives par jour en septembre 2025, avec des marques comme Carrefour, Boulanger, Darty, qui sont tellement engagées avec ce type de conversion, ce type d'expérience en direct, d'engagement direct, et avec une conversion différente dans laquelle le contenu est placé dans le cœur de la communication ou de la stratégie. Amazon, on revient sur les cas d'usage, Amazon, il a manifesté pendant Cannes Lions qu'il veut faire les passages d'une marketplace traditionnelle à une plateforme média. Ça veut dire que dans la proposition des commerces, les contenus et surtout les live shopping, live streaming, va être dans le cœur de la proposition. Ils ont commencé à développer aussi des petites boutiques privées dans la plateforme et qui permet à chaque marque de développer son propre contenu. Et l'idée qu'une marque devient une plateforme sociale elle-même, ça veut dire que maintenant, on peut penser que notre marque de distribution, qui fait de la distribution, on fait le retail, les commerces, devient une plateforme de création de contenus et de communication. Ça, c'est les cas de IKEA. IKEA, il a choisi pas participer sur l'autre plateforme de live shopping ou live streaming, et sinon publier et faire des lives sur les sites d'IKEA. Et il le fait régulièrement, il fait aussi beaucoup d'interactions. C'est évidemment complémentaire à une stratégie communautaire. Ça veut dire qu'il invite à tout le monde au magasin à découvrir les produits, à découvrir des styles de déco. Et après, c'est possible à travers les live shopping, justement, de connaître les avis d'experts et accéder aux produits directement et les acheter à l'instant sans quitter la plateforme ou les sites IKEA. Et simplement pour finir, c'est parti. Et aussi, c'est possible aussi de créer une autre type d'expérience. Ça, c'est Brightbyte, que c'est un magasin créé pour Carrefour
à Dubaï. Il vient de notre équipe qui est allée à Jitex et il a exploré ces expériences dans lesquelles il propose un magasin pour les enfants avec beaucoup de contenus éducatifs, avec beaucoup des jeux, des expériences ludiques pour engager et pour communiquer à travers l'éducation et à travers les contenus même. Alors, les contenus dans les expériences clients deviennent très importants. L'autre élément, là, je vais faire un focus sur la livraison particulièrement, mais la philosophie de la commodité, la philosophie de convenience, non, c'est difficile la traduction de ces mots, et parce que convenience, c'est vraiment un type de logique qu'il y a dans le retail et dans les commerces, mais on peut observer dans toutes les tendances que simplifier les parcours clients et les rendre plus accessibles, plus simples à gérer et plus fluides, plus confortables est une caractéristique que toutes les marques vont chercher et tous les retailers vont chercher dans l'expérience qu'ils proposent. Si on pense plutôt dans les côtés delivery, parce que dans les livraisons cette année, on a observé plein d'évolutions, plein d'innovations. Évidemment, Meituan, qui au début il a commencé comme un service de livraison de nourriture, d'alimentation en Chine. Ils ont développé tellement une stratégie d'infrastructure de delivery qui permettent maintenant de proposer à différentes marques la livraison instantanée. Il a des livraisons en 24 heures, il a des livraisons en 30 minutes. Et évidemment, ça touche les envies de consommateurs, plutôt les plus jeunes, qui veulent accéder rapidement aux produits. Même si peut-être la découverte de produits était faite dans les magasins. Alors, c'est pas qu'on dit on va vers les e-commerce 100%, c'est toujours l'intégration du physique online, offline, mais aussi il y a besoin d'accéder rapidement aux produits. Une fois qu'on fait la découverte, on fait l'achat. Et on peut observer que Sephora, il a essayé les commerces instantanés en Chine et l'année dernière avec des très bons résultats, et maintenant ils commencent à déployer, ils ont fait un partenariat avec Meituan, et maintenant ils commencent à déployer le même système avec Uber Eats aux États-Unis et Canada. La stratégie de ce type de marque, c'est pas vendre tout le type de produits parce qu'il faut avoir les stocks localisés pour arriver à proposer ce type de livraison instantanée. Sinon, que Sephora propose une offre limitée des produits les plus massifs, justement pour accéder dans 30 minutes en Chine ou dans quelques temps aux États-Unis et Canada. Et enfin, pour moi, c'est vraiment intéressant quand les luxe, une marque de référence aussi comme Fortnum & Mason, qui en propose maintenant les services de livraison ultra rapide et instantanée pour leurs clients. Ça veut dire que la disponibilité immédiate et l'idée de la commodité ou de convenience est liée maintenant au luxe pour créer une expérience très accessible aux produits dans ce cas, c'est l'alimentation aussi. Et pour finir, et l'autre tendance qu'on observe cette année sont les expériences premium, soit la création de supermarchés ou des grands espaces de retail premium pour les rendre plus accessibles, soit la création des lignes de produits et aussi premium pour toucher quelques demandes, quelques envies de consommateurs d'accéder à produits de meilleure qualité et avec un prix accessible quand même, pas de luxe, sinon plus massif. Et dans ces cas, on peut observer Alibaba, qui a les réseaux Emma et Freshippo en Chine, qui ont commencé à intégrer les Freshippo Premium, ça fait quelques années. Ils ont décidé d'investir plus sur ce type d'expérience des supermarchés. Ils ont fini cette année, ils ont arrêté son service premium type entrepôt, comme Costco,
mais des premium. Ils ont dit on va se focaliser plutôt sur les supermarchés Freshipo qui proposent des produits importés, des produits fraîches, qu'il a des expériences dans lesquelles les personnes peuvent décider, choisir les produits, ils peuvent recevoir des conseils et ça c'est un objectif. Si à niveau des références comme au supermarché de luxe, ça c'est luxe, pas simplement question premium dans le marché plus accessible, on peut avoir 81 ou Happier Grocery, qui sont deux supermarchés qui maintenant sont des références aux États-Unis parce qu'ils ont développé une philosophie nutritionnelle alimentaire autour des produits de luxe, de bien-être, d'alimentation saine, mais aussi des espaces communautaires, des espaces dans lesquels il est possible de développer un autre type d'activité. Alors, pensez les supermarchés, pensez les grands magasins et comme aux espaces dans lesquels on peut rester, on peut partager avec les autres, avoir des expériences, des divertissements, des cultures, apprendre, faire évoluer les clients avec des différentes expériences. Et ça veut dire créer une expérience 100% premium. Et pour finir, Tesco, qui ont vu monter les ventes ces dernières années, et de la ligne qui s'appelle Finest Chef Collection. C'est une ligne de repas, des plats premium accessibles. Ils sont 15 euros par recette, on va dire. Mais en même temps, ils ont détecté que les gens veulent cuisiner à la maison, mais en même temps, ils veulent accéder, il n'y a pas de temps pour cuisiner, ils veulent accéder à un service plus premium au niveau d'ingrédients, aussi des recettes. Ils ont créé une complémentation avec dans les magasins, avec des conseils d'experts, et en même temps, avec The Guardian, ils ont développé une stratégie de recettes online qu'ils peuvent accéder pour que les personnes puissent reproduire et adapter chaque plat qu'ils achètent dans les supermarchés Costco. Les recommandations pour 2026, c'est faire l'optimisation, soit dans le back-office, dans l'opérationnel, mais aussi dans l'expérience client, et intégrer les commerces génératifs et conversationnels, trouver la façon de lier, d'adapter les business models à ces nouvelles propositions, et les contenus, placer les contenus comme un élément clé et les monétiser, surtout créer une liaison directe pour que les contenus deviennent plus monétisables. Et repenser la logistique, faire des partenariats est nécessaire justement pour accéder à une diversité des systèmes de stockage, des livraisons, des gestions des commandes, des prédictions des commandes, justement pour donner cette idée de la commodité et construire cette culture de la simplicité, de la commodité aussi autour de l'expérience qui ne devient pas très complexe. La technologie va rester derrière. Les gens veulent des expériences simples, ils ne veulent pas d'expériences technologiques. Et enfin, proposer cette expérience premium pour élever justement notre proposition et notre promesse des marques. Merci beaucoup.